Vous entendez? C'est un chardonneret sauvage. Écoutez comme il trille. Oh, et ses variations. Un délice. Je ne connaissais pas le nom de cet oiseau. Vous savez reconnaître les chants d'oiseaux? J'adore les oiseaux. Et je sais reconnaître pratiquement tous les chants. Et les cris aussi, d'alarme ou de rassemblement. Bravo. Ah, les oiseaux. J'habitais une fois dans une vieille maison délabrée. Dans la chambre où je dormais, entre la fenêtre et le volet, un rossignol avait bâti son nid. C'était merveilleux. Et moi, un jour, j'ai pu observer un pivert bariolé qui gravissait le tronc mince d'un bouleau et jetait des coups d'œil inquiets, à droite puis à gauche, comme un contrebassiste derrière son instrument. Vous savez, un jour, je suis allé à la chasse avec Isaac Lévitan. Et alors... Lévitan? Oui, Lévitan. Le peintre qui a peint Brume d'automne. Un peintre? Lévitan? Jamais entendu parler. C'était un grand ami. Sans le vouloir, il a blessé un oiseau qui est tombé à nos pieds. Nous nous sommes penchés pour le voir. Un long bec, des grands yeux noirs et un admirable plumage. Il nous regardait avec étonnement. En tremblant, Lévitan m'a dit « Achève-le !» Mais je ne peux pas, lui ai-je répondu. Et l'oiseau qui nous regardait. Et vous l'avez tué? Oui, une belle créature amoureuse de moi. Et deux imbéciles qui sont rentrés à la maison et se sont mis à table. Ah, c'est une triste histoire. Mais c'était bien de ne pas le laisser souffrir. Vous êtes chasseur? Oui, à mes heures. Et moi, je suis un chasseur invétéré. Oh, j'ai à mon tableau de chasse des bécasses, des coqs de bruyère, des perdrix, des cailles, des lièvres, des râles, des poules d'eau, des canards, et même un courlis. Je pourrais même vous dire exactement combien j'en ai tué. Vraiment? Oui, oui, j'aime me promener dans les bois, dans les champs. Au printemps, avant l'aube, au ciel scintillent encore quelques étoiles. On perçoit le murmure vague et discret de la nuit. Les arbres enveloppés d'aurore bruissent doucement. Une brume légère flotte au-dessus de l'étang. Et l'aurore s'avance. Voici déjà au ciel de longues traînées d'or. Des vapeurs flottent dans les ravins. Tous l'être se sont ranimés par la fraîche haleine du printemps. Ah, la campagne russe a un charme inégalable en toute saison. C'est vrai. Mais permettez-moi de me présenter. Anton Pavlovitch Tchekhov. Enchanté. Ivan Sergeyevitch Tourgueniev. Ivan Sergeyevitch Tourgueniev. L'écrivain. Vous me connaissez. Nous nous sommes déjà rencontrés. Je ne vous remets pas. Anton Pavlovitch Tchekhov. Ça ne me dit rien. Nous n'avons sans doute pas eu l'occasion de nous rencontrer avant de passer dans l'autre monde. Quand êtes-vous arrivé ici? Moi, en 1904. 1904? Oh, mais vous êtes un genou. Moi, je suis ici depuis 1883. Vous êtes mort lorsque j'avais 23 ans. Et vous avez lu mes œuvres? Oui, j'ai lu les mémoires d'un chasseur et père et fils. J'ai beaucoup aimé. Et vous n'avez pas lu Premier Amour? Oh, vous devriez. C'est la meilleure nouvelle que j'ai écrite. C'est l'histoire d'un jeune homme qui tombe éperdument amoureux d'une jeune fille. Bon, elle est belle, elle est charmante, intelligente. Elle n'a qu'un défaut, elle n'aime pas ce jeune homme, mais son père. Je me souviens, je l'ai lu. Très belle histoire. J'ai lu aussi Hamlet. Et vous, jeune homme, qu'avez-vous fait dans la vie? Moi, j'ai écrit des nouvelles pour gagner un peu d'argent, pour nourrir ma famille. Oh, vous êtes marié, vous avez des enfants? Oui, j'ai été marié, sur le tard, mais je n'ai pas d'enfant. Et vous? Moi, non. Oh, si, j'ai une fille, mais je ne suis pas marié. Alors racontez-moi, qu'est-ce que vous écriviez? Des petits contes, des nouvelles pour un journal. Et puis j'ai écrit des pièces de théâtre.
En fait, ce sont les pièces de théâtre que je préfère. Et puis, ce sont elles qui ont fait ma notoriété. Eh bien, moi, c'est tout le contraire. Mes pièces de théâtre ont été bien accueillies, mais ce sont mes nouvelles et mes romans qui m'ont rendu célèbre. Je trouve ça amusant que nous ayons tous les deux écrit des nouvelles. Et des pièces de théâtre. Moi, je n'ai pas vraiment écrit de romans. Je voulais... Mais je n'y suis jamais parvenu. Je ne sais pas écrire quelque chose de long. Écrire, cela demande du temps. Mais c'est une passion, n'est-ce pas? Passion. Ou un devoir. Passion. Voi che sapete che cos'è amor, non vedete se un Mozart! Les noces de Figaro. Vous aimez la musique? Mais où est-il passé? Oh, sympathique ce jeune auteur. Voi che sapete che cos'è. Ah, Pauline. Pauline! 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 Vous cherchez quelqu'un? Oui, avez-vous vu Pauline Viardot? Elle chantait là, il y a une minute. Pauline Viardot. Comment vous ne la connaissez pas? La cantatrice, la mezzo-soprano. Une voix magnifique. Vous devriez l'entendre chanter Rosine dans Le Barbier de Séville. Oh. Non, je ne la connais pas. Et j'ai entendu parler d'elle. Elle a autrefois souvent chanté à Saint-Pétersbourg, n'est-ce pas? Oui, et c'est à l'opéra de Saint-Pétersbourg que j'ai fait sa connaissance. Une femme adorable. Je ne vais pas souvent à l'opéra. J'aime bien l'opéra, mais je n'en suis pas fou. Sauf quand c'est de la Patti qui chante. Oh, vous aimez la Patti? Elle faisait fureur à Moscou en 1871. Il paraît qu'elle a gagné 40 000 roubles. Et on nous disait qu'il n'y a pas d'argent en Russie. Sa voix vous fait oublier tous les soucis de la vie. Et vous la connaissez? Personnellement, non. J'aime l'agilité de sa voix, la souplesse de son timbre et le chant italien. Ah, si vous aimez l'opéra, je vous ferai connaître Pauline Viardot. Je crois qu'elle est ici, je l'ai entendue chanter tout à l'heure. Elle n'a pas seulement une voix envoûtante, mais elle possède aussi un talent dramatique exceptionnel, ce qui n'est pas le cas de votre Patti. Vous savez que tous nos amis disaient que Pauline est un génie. Liszt, Chopin, Berlioz, Brahms, Wagner, Georges Sand, Clara Schumann, Tchaïkovski, Gabriel... Tchaïkovski! Vous connaissez Tchaïkovski? J'aime terriblement sa musique. Je l'ai rencontré plusieurs fois et nous aurions pu devenir de grands amis si la vie ne nous avait pas séparés. Je crois qu'il appréciait mes œuvres. Un jour, il m'a envoyé sa photographie avec une dédicace à Anton Pavlovitch Tchekhov de la part d'un ardent lecteur, Piotr Tchaïkovski. Regardez. Ah oui. Vous aimez donc la musique? Oui, j'ai mis de la musique dans toutes mes pièces. Et vous jouez du piano? Un peu. Mais cet instrument me fascine. Le piano accompagnant le violon. Quel merveilleux mariage de sonorités. Vous entendez? C'est elle! Je reconnais sa voix! C'est elle! Mais où est-elle? Mais où est-elle? La voilà. Bonjour, madame. Excusez-moi. Je suis Anton Tchekhov. Tourgueniev vous cherche. Ivan Sergeyevitch, venez! Elle est là! Pauline! Oh, mais quel bonheur de vous trouver ici! Oh, j'étais si seul. Ah, Tourgueniev, mon bien-aimé ami, quelle joie de vous revoir. Savez-vous où se trouve Gounod?
Je le cherche partout, mais je ne le trouve pas. Je voudrais chanter Sappho. Gounod l'a réécrit. Oh, ma lyre. Oh, peut-être pourrait-on monter la nouvelle version ici. Oh, chantez, ma belle amie, chantez. Je rêve de votre voix, je rêve de votre rire adorablement vrai. Bon, je rêve plus, mon ami, je suis là, près de vous. Et je suis toujours votre inaltérable ami de cœur et d'âme, n'est-ce pas? Mais ici, l'opéra me manque. Chantez, ma chère amie, chantez. Ah, moi aussi, l'opéra me manque. Partout où je suis allé, même pour un temps très court, j'ai couru à l'opéra. Mais vous êtes ici, chantez, je vous en prie, chantez. N'est-ce pas qu'elle est merveilleuse? Vous l'aimez, n'est-ce pas? Oui, je l'aime. Je l'ai aimée dès le premier jour. C'était à l'opéra, à Saint-Pétersbourg. Elle chantait le rôle de Rosine dans Le Barbier de Séville. Vous ne pouvez pas imaginer la voix, le jeu, la présence, le charme. J'étais fasciné. J'ai assisté à toutes les représentations. J'allais la voir dans sa loge après le spectacle avec les autres admirateurs. Et je la regardais. Je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder. Ce n'est pas une beauté, mais elle est fascinante. Et vous ne l'avez pas épousée? Pourquoi? Épousée? Oui, vers la fin de ma vie, j'ai regretté de ne pas m'être marié. Mais Pauline, elle était déjà mariée. Et puis à l'époque, je ne pensais pas au mariage. J'étais seulement épris à la folie. C'est vrai. Il y a des femmes qui nous attirent, nous fascinent, et dont on ne peut se séparer. J'ai toujours eu un peu peur de ces femmes-là, et je prenais mes distances. Pas facile. Avec les femmes, c'est compliqué. Je me laisse prendre, et souvent la relation est décevante et ne dure pas longtemps. Mais d'autres fois, la femme est non seulement belle et attirante, mais aussi intelligente et cultivée. On peut avoir des conversations passionnantes avec elle. On passe des moments délicieux ensemble. Et puis, dès que tout devient un peu trop intime, elle pense au mariage, alors je fuis. Mais ça vous arrive à vous aussi? Mais comme je suis heureux de ne pas être le seul à fuir le mariage. Pourquoi veulent-elles toutes se marier? Mais vous êtes marié, m'avez-vous dit? Oui, très peu de temps avant ma mort. J'avais peur de prendre femme. J'avais peur de l'ordre familial qui allait me gêner, me limiter, et qui, j'imaginais, n'allait pas avec le désordre. Mais je pensais que le mariage, c'était mieux que de se laisser balloter par les flots de la vie, de naviguer dans la frêle nacelle de la débauche. Et puis les maîtresses ne me disaient plus rien. C'était une comédienne remarquable. C'est la seule femme que j'ai aimée. Ah, nous devenons sentimentales. Ah, l'amour. L'amour est un bien. Ce que nous éprouvons quand nous sommes amoureux est peut-être un état normal. L'homme, tel qu'il est quand il est amoureux, indique à l'homme comment il devrait être toujours. L'amour. Tout est mystère en lui. Tantôt il apparaît soudain, indubitable, radieux comme le jour. Tantôt il couve longtemps comme le feu sous la cendre. Tantôt il se glisse dans le cœur comme un serpent. Et puis il s'enfuit à tout d'un coup. De deux êtres qui s'aiment, l'un est l'esclave, l'autre le maître. Certes, mais qui est qui? Prends ce que tu peux, mais ne te laisse jamais prendre. Avez-vous toujours suivi cette règle? Oh non. Toute relation permanente avec une femme est dangereuse pour un artiste.
Je connais le sujet intimement, je l'ai étudié à fond. Je ne l'ai pas traité dans mes œuvres, car j'ai toujours évité les thèmes trop subjectifs, les thèmes qui m'embarrassent. Mais ne s'appartenir qu'à soi-même, être son propre maître, voici tout le secret de la vie. J'ai longtemps essayé de vivre selon cette règle. Est-ce qu'il n'y a pas là une peur viscérale? La peur de perdre sa liberté, soit, mais aussi la peur de ne pas savoir aimer, et la peur de ne pas trouver le bonheur. En fait, l'amitié est la seule solution. Elle exclut la passion, la souffrance, elle construit des liens durables, n'exclut pas l'affection et permet même les confidences. La femme ne peut être l'amie d'un homme que dans les conditions suivantes. D'abord, connaissance. Ensuite, maîtresse. Et pour finir, amie. Oh, 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 comme vous y allez. Ça, c'est catégorique. Mais au fait, excusez ma question, votre mariage sur le tard a-t-il été heureux?
La sonate à Kreutzer. Vous connaissez la nouvelle de Tolstoï? Non. J'ai connu Tolstoï quand il était encore un jeune homme. Vous savez que c'est moi qui lui ai recommandé d'abandonner la carrière militaire pour devenir écrivain. Oh, il avait déjà un tel talent. Je lui ai dit, votre destin est celui d'un écrivain, d'un artiste de la pensée et du verbe. Et votre arme n'est pas l'épée, mais la plume. Et il m'a écouté. J'ai eu la chance de rencontrer Tolstoï. Je n'ai jamais aimé personne comme je l'ai aimé lui. Lorsqu'il est tombé malade, j'ai eu si peur. S'il mourait, il y aurait dans ma vie un si grand vide. Oh, il avait un caractère impossible. Il pouvait aussi être aimable et gentil. Un jour, sa fille m'a écrit qu'il lisait mes nouvelles à haute voix en famille et qu'il y prenait grand plaisir. Par contre, il paraît qu'il n'appréciait pas mon théâtre. Il est devenu mon ami ennemi. Oh, il disait pique-pendre de moi. Ivan Sergevitch, vaniteux, mesquin, lourd et triste, ne croit en rien. Et le jour suivant, il me comblait de louanges. Je l'aime beaucoup, il a fait de moi un autre homme. Il paraît qu'après ma mort, il a relu toute mon œuvre et qu'il voulait écrire sur moi et parler de moi. C'était peut-être un ambitieux, reniant la bienfaisance. Mais lorsqu'il eut la famine, alors là, Famine, quand ça? En 1891, Tolstoï était partout. Il collectait des fonds, organisait des cantines, défiait les autorités. Oh, ce n'était pas un homme, mais un surhomme, un Jupiter. Oh, je ne nie pas qu'il était capable de bons sentiments. En parlant de lui-même, il disait qu'il était irritable, désagréable pour les autres. C'était un grand écrivain. Son autorité était immense. Elle seule était capable de garder un certain niveau à ce qu'on appelle l'état d'esprit et les tendances littéraires. C'est ce que je lui avais prédit. Oh, et la sonate à Kreutzer? Cette nouvelle a déclenché bien des discussions. Tolstoï y décrit la relation dramatique d'un couple. Il exprime son dégoût pour le mariage, qui ne serait que de la prostitution légalisée. Il accuse les femmes de haïr les hommes et de se venger d'eux en agissant sur leur sens. Sa femme a même pensé que c'était une attaque dirigée contre elle. Au début, j'ai trouvé cette nouvelle étonnante. Et puis, en rentrant de Sakhaline, elle m'a paru ridicule, embrouillée et niaise. Sakhaline? Vous êtes allé à Sakhaline? Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Quelle idée vous a pris? Je ne sais pas. Je voulais peut-être changer de vie, prendre le large, voir autre chose. Mon frère étudiait le droit. Chez lui, j'ai feuilleté des cours de code pénal, de législation. Et j'ai lu aussi des rapports sur les travaux forcés. Avez-vous remarqué? Toute notre attention est centrée sur le criminel au moment où la sentence est prononcée. Mais à peine est-il envoyé en prison. Nous ne pensons plus à lui. Que se passe-t-il en prison? Au bagne? Je ne pouvais l'imaginer. Alors j'ai décidé d'aller voir. Sakhaline, c'est de la folie, mais c'est le bout du monde. Jamais je n'aurais eu l'idée d'aller me promener là-bas. Et alors? Alors? J'ai vu les prisonniers, les bourreaux, les prisons, les baraquements, les mines, les couloirs pénitentiaires. Un petit univers concentrationnaire où pour un rien on bat hommes, vieillards et femmes jusqu'au sang. J'ai assisté à une séance de fouettage. Après cela, j'ai rêvé pendant 3 ou 4 nuits du bourreau et de l'effroyable chevalet auquel on avait attaché ce pauvre homme. Et les enfants qui suivent des yeux avec indifférence les prisonniers enchaînés, en jouant aux soldats et aux prisonniers. Et
Vous êtes resté longtemps là-bas? 3 mois. J'ai voulu tout voir. Et j'ai vu l'horreur. Après, j'ai simplement écrit et raconté ce que j'avais vu. Je pensais que le public partagerait ma colère. Ah, non, les lecteurs ont très vite oublié. Aucune question, aucune indignation. J'ai toujours pensé que si on parlait des voleurs de chevaux, il est inutile de dire que c'est mal de voler des chevaux. Quelle aventure! Je vous admire. Vous savez, la principale richesse de cette île, c'est le poisson, le hareng. Ce sera son avenir et peut-être sera-t-il heureux et enviable. Qui sait? Quant à moi, j'ai beaucoup voyagé, mais pour mon plaisir. Pour être là où Pauline vivait et chantait, en France, en Angleterre, en Allemagne, pour être près d'elle. Je me suis lié d'amitié avec son époux. Nous allions souvent à la chasse ensemble. Oh, les Viardot avaient acheté un magnifique château à Courtavenel, à quelques 60 kilomètres de Paris, avec une ferme et un magnifique domaine. J'ai souvent été chez eux. Nous chassions des jours entiers dans la forêt. Ah, la chasse, la musique, la vie en famille. Merveilleux. Oh, et le salon des Viardot, vous auriez dû voir ça. Des tableaux de maîtres, des marines hollandaises, des portraits flamands. Oh, un vrai musée. Il y avait aussi un médaillon de Pauline. Les Viardot recevaient beaucoup. C'était un rendez-vous littéraire et musical exceptionnel. Oh, j'ai rencontré George Sand, Gounod, Liszt, Berlioz, Saint-Saëns, Franck, Flaubert, Chopin, Musset et Mérimée. Ah oui, il a traduit quelques-unes de mes œuvres. Il a aussi révisé à fond la traduction française de Père et Fils. Oh, un travail énorme. La traduction était mauvaise. Des passages entiers manqués, d'autres étaient réécrits. Il semblait n'avoir rien à voir avec l'original. Et moi, je n'ai fait que 2 voyages en Europe. J'ai visité de bien belles villes. Vienne, Rome, Venise, Florence, Paris, Nice. Nice. Là, il y avait des Russes. Et je pouvais enfin parler à mon aise, car mon français et mon italien laissent quelque peu à désirer. Je suis même allé à Monaco. Et j'ai joué au casino. Et j'ai perdu de l'argent. Quelle idiot aussi! Moi qui courais toujours après 4 sous. Et à Paris, je suis allé au Moulin Rouge. Et j'ai vu le French Concorde. De bien belles villes. Mais c'est la Russie que j'aime. C'est là que vivait ma famille. C'est là que j'avais des amis. C'est là que j'écrivais. C'est là qu'on jouait mon théâtre. C'est là que j'ai aimé. Et moi, j'ai toujours suivi Pauline. À Paris, à Courtavenel, à Londres, à Bade, à Bougival. Mais il fallait bien que de temps en temps je retourne en Russie pour voir mon éditeur et m'occuper de Spasskoïe. Ah, ma Pauline, ma chère Pauline. Mais où est-elle? Oh, voici la reine des reines. La vie nous a si souvent séparés. J'aimais vous écrire. Mais avec quelle impatience j'attendais vos lettres. Je vous racontais tout. Mes rencontres, ce que j'avais vu et entendu, les plus petits événements, les bons et les mauvais moments, les moindres détails. En vous écrivant ainsi, je vous ai partagé ma vie. Je pensais que vous souffriez autant que moi d'être séparés l'un de l'autre. J'avais le désir irrésistible d'être jour et nuit près de vous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait construire une villa pour moi près de la vôtre, à Bade puis à Bougival. Et voilà
je vous retrouve ici après ma mort, alors que je pensais être définitivement séparé de vous. Mais c'est un miracle. Je crois avoir trouvé 3 bonnes manières de dire le motif. La première fois, douleur étonnée, presque immobile. J'ai perdu mon Eurydice, rien n'égale mon malheur. Sors cruel, quelle rigueur, rien n'égale mon malheur. Je succombe à ma douleur. La deuxième fois, étouffée par les larmes. On a applaudi pendant 2 minutes et on voulait un bis. La troisième fois, éclat de désespoir. J'ai perdu mon Eurydice, rien n'égale mon malheur. Sors cruel, quelle rigueur, rien n'égale mon malheur. Sors cruel, quelle rigueur, je succombe à ma douleur, Oh, mon cher Flaubert a beaucoup aimé. Il disait, c'est une des plus grandes choses que je connaisse. Depuis longtemps, je n'avais eu pareil enthousiasme. Et Dickens a même pleuré. On a chanté pendant 6 mois. Ah ouais. Et ton fils était malade pendant cette période, non? Paul, oui. Mais ça me compliquait tellement la vie. Et puis après, j'ai chanté Orphée à Bade et en Angleterre. Une vraie tournée. Oh. Chantez. Chantez encore, je vous en prie, chantez. Qu'aimeriez-vous que je vous chante? Une de vos mélodies? Laquelle? Celles que vous voulez, je les aime toutes. Je suis triste, je m'inquiète, je ne sais plus que devenir. Mon bon ami devait venir, et je l'attends ici sonnette. Aïe, où donc peut être mon ami? Aïe, où donc peut être mon ami? Je m'assieds pour filer ma laine. Fil se casse dans ma main. Alors, je filerai demain. Aujourd'hui, je suis trop en peine. Aïe, qu'il fait triste sans son ami. Aïe, qu'il fait triste sans son ami. Si jamais il devient volage, s'il doit un jour m'abandonner, le village n'a qu'à brûler. Non, non, restez. Vous êtes Anton Tchekhov, n'est-ce pas?
J'ai beaucoup entendu parler de vous. Mais je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer en Russie. En vieillissant, je n'y suis plus retournée. Vous venez de faire connaissance avec Ivan Turgenev. C'est un homme extraordinaire et un écrivain de talent. Jouissez du temps que vous passez avec lui. Quelle femme charmante. L'écriture. Était-ce ma passion? Ou seulement mon gagne-pain? Avec les quelques kopecks que je recevais pour les petites nouvelles que je fournissais aux journaux, il n'était pas possible de vivre et de faire vivre ma famille. Écrire, ça m'amusait. Mais je n'avais pas de talent. Pourtant, j'avais du succès. Et le théâtre. Ça a mis un certain temps avant que le public ne montre de l'enthousiasme. Heureusement, quand je suis devenu médecin, j'ai gagné un peu plus d'argent qu'avec les nouvelles. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes médecin? Oh, 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 mais que ne vous ai-je rencontré plus tôt avant de passer l'armago? Oh, j'ai tellement souffert durant mes dernières années de vie, avec le cancer de l'épaule, la moelle épinière, je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que j'avais horriblement mal. Et puis, j'avais très souvent des crises de gouttes. Ça, c'est une saloperie. Oui, c'est très douloureux. Oh, à qui le dites-vous? Oh, quand j'avais mes crises, je ne pouvais rien faire. Seulement rester couché. Impossible de mettre le pied par terre, marcher. Je ne pouvais pas. Et même en gardant la jambe allongée, vous ne pouvez pas imaginer la violence de la douleur. Je ne pouvais plus dormir. J'avais l'impression que mon pied était pris dans un piège à loup. Et puis, 8 à 10 jours après, tout redevenait normal. Jusqu'à la prochaine crise, qui ne se faisait pas attendre. Bref, j'étais un goutteux. Une vraie vaisselle à gouttes. J'avais l'impression que j'étais tombé au pouvoir d'un tyran qui m'avait mis en prison et refusé de dire quand il me délivrerait. Les dieux sont jaloux du bonheur des hommes. Heureusement, la douleur ne m'a pas accompagné dans mon dernier voyage. Et ici, moi, j'ai la paix. Alors, vous êtes médecin. Moi, j'y croyais que vous étiez écrivain. Disons que je suis devenu les deux avec le temps. Je crois que ma femme légitime, c'était la médecine, et ma maîtresse, c'était la littérature. Comme c'est bien dit. Vous voulez dire que vous n'avez jamais pu choisir? Je ne le voulais pas. Mais comment avez-vous fait alors? Vous aviez un cabinet médical à Moscou. Ça occupe son homme, ça. Et quand trouviez-vous le temps d'écrire? Entre deux consultations, le soir, le matin? Ni l'un ni l'autre. Mais racontez-moi, ça m'intéresse. Comment peut-on faire autre chose qu'écrire, à part chasser et aller à l'opéra? J'exagère un peu. C'est vrai, il y a bien d'autres occupations plus agréables dans la vie. Les amis, par exemple, qui demandent beaucoup de temps. Je leur donnais le mien avec grand plaisir. Et puis, il faut s'occuper du domaine. Moi, jamais eu de domaine. Nous habitions Moscou. Vous dites « nous ». Je croyais que vous n'étiez pas encore marié. Non. J'habitais avec ma famille. Ma mère, mon père, ma sœur, mes frères, avec ou sans leurs compagnes. Bref, toute la tribu Tchekhov. Eh oui. Des fois, il faisait très très chaud en été. Oui, c'est vrai. Dès le mois de mai, il commence à faire très chaud à Moscou, et l'été, c'est intenable. Aussi, avant que la chaleur ne devienne insupportable, j'ai cherché une datcha aux environs de Moscou. Pas facile. Tout était si cher. Bref, j'ai pu louer une petite maison et la tribu s'y installa avec bonheur. Où ça? À Babkino, à 80 km au nord-ouest de Moscou, au bord de l'Istra. La datcha appartenait aux Kissiliev, des gens charmants qui
qui habitait dans la grande maison. Nous avions loué le cottage, une charmante petite maison en bois, des pièces énormes, plus de meubles qu'il n'en fallait, tout extrêmement gentil, confortable, des allumettes, des boîtes à cigarettes, des lavabos, des peintures. Pas mal, pas mal. Et un jardin, un parc. Des arbres, une rivière, des oiseaux. La nuit, j'entendais chanter le rossignol. Je n'en croyais pas mes oreilles. Et la journée, j'allais à la pêche. Et ça mordait. Des goujons, des perches, même une lotte énorme. Plus tard, j'ai pu acheter une petite propriété à Melikovo. Ah, c'est au sud de Moscou, Oui, ça. à peu près à 50 kilomètres. Une maison neuve, solide, où ma famille et moi-même avons vécu presque 7 ans. L'achat d'une propriété, c'est une banalité bien ennuyeuse. J'ai passé toutes mes journées dans des études de notaire, chez des agents d'assurance, dans les banques et entre officines. Exaspérant. Heureusement qu'un ami m'a prêté une belle somme. Sinon, j'aurais jamais pu réunir l'argent nécessaire. Et là aussi, il y avait un jardin, un parc. Oui, et il y avait des oiseaux. Au printemps, les sansonnets arrivaient. L'aube bruissait partout. L'herbe verdissait là où la neige était à peine fondue. Le spectacle du printemps me laissait désirer dans l'autre monde un paradis. Et il y avait aussi un étang. Et j'y ai jeté 20 anges pour qu'elle se multiplie. Et j'ai commandé des carpes aux pêcheurs. Vous aimez la pêche? Non, non, je préfère la chasse. À Spasskoïe, le domaine... Spasskoïe, c'était votre domaine familial, n'est-ce pas? Oui, oui. Oh, le domaine couvrait 20 villages, des forêts de bouleaux, des champs à perte de vue. Et autour de la maison, un étang, avec de charmants petits ponts, des bancs pour se reposer, des chênes séculaires et un merveilleux parterre de fleurs. Ah, autrefois, il y avait même un théâtre. Un théâtre? Oui, oui, mais il y a eu un incendie et tout a brûlé. On n'a pas reconstruit le théâtre, je ne l'ai pas connu. Ah, je ne restais pas volontiers à la maison. Je partais souvent plusieurs jours à la chasse avec mon fusil et mon chien. Et vous chassiez seul? Souvent, oui. Mais nous organisions aussi des parties de chasse avec les paysans du domaine. Et plus tard, après la mort de ma mère, avec les amis. En France, je chassais avec Louis Viardot, le mari de Pauline. J'ai aussi participé à de grandes chasses en Angleterre. Ah, la chasse. C'est une distraction qui nous rapproche de la nature. Elle nous enseigne patience, parfois sang-froid. Elle donne à notre corps force et santé, à notre esprit vaillance et fraîcheur. Oh, croyez-vous que nous pourrions chasser ici dans l'au-delà? Pourquoi pas? Allons voir.
Moi, je me suis dit, mais c'est extra. Qui est cette jeune femme? Vous la connaissez? C'est la Mouette, une de mes pièces. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça. Je suis belle. Je suis une mouette. Je la vois en rêve. Et je l'aime. C'est étrange. Vous la voyez en rêve et elle est ici en chair et en os. Est-ce qu'elle est morte, elle aussi? Non. Dans la pièce, elle ne meurt pas. Et je ne l'ai pas épousée. Non, ma femme, elle jouait le rôle de Macha, puis d'Arkadina, puis de Lyubov Andreevna. C'était une merveilleuse comédienne. Étrange. Ce jeune homme aurait-il comme moi des visions fantastiques? Parfois je rêve, mais il me semble que je suis éveillé. Je me souviens, ce rêve si bizarre. Je marchais le long d'une route bordée de peupliers. Tout à coup, je vois venir à moi une grande figure blanche qui me fait signe de la suivre. Il souffle un grand vent et j'ai peine à me tenir debout. Malgré l'obscurité, je vois que nous sommes sur la cime d'un rocher extrêmement élevé, donnant sur la mer. « Mais où allons-nous » ai-je demandé à mon conducteur. « Nous sommes des oiseaux » a-t-il répondu. « Partons. »« Comment? Des oiseaux? Mouchez-vous. »« Je veux me moucher. »
Mais il y a un long bec au beau milieu de mon visage. Et dans ce moment, le vent m'enlève. Oh, 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 le frémissement de bonheur en déployant mes grandes ailes. Oh, 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 je montais contre le vent avec un cri de triomphe. Je m'élançais en bas vers la mer en frappant l'air par saccades comme les mouettes. J'étais oiseau dans ce moment-là. Oiseau. Et je sentais que la vida es el sueño y el sueño es la vida. Et je planais dans les airs. La mer, immense, illuminée, sombre, avec des points lumineux. De hautes falaises. Parfois, un grand bruit montait jusqu'à moi et je me laissais tomber. Le mugissement devenait plus fort et je remontais apeuré dans les nuages. De grandes lueurs s'étendent au-dessus de moi. Ce sont sans doute les éclairs marins découverts par Galilée. La mer est illuminée jusqu'au fond. D'énormes poissons noirs remontent à la surface. Je ressens une horreur secrète. La maladie, les chagrins, la folie, la pauvreté, la mort. Ces poissons, je pourrais les manger pour qu'ils disparaissent, mais ils sont bien trop gros. Soudain, la mer blanchit. Une teinte rose se répand autour de moi. C'est le soleil qui se lève. Oh, fuyons, il va tout brûler. Tout devient éclatant, lumineux. Les yeux me brûlent. La chaleur est étouffante. Le disque du soleil prend tout l'horizon. Tout flamboie, c'est une fournaise. Mes ailes commencent à roussir. Mes ailes brûlent. Mes ailes blanches brûlent. Et je me suis réveillé. Après ce rêve, j'ai décidé d'écrire Apparition. Une espèce de conte fantastique. J'ai mis plusieurs années pour écrire cette bluette. Et il fut bien difficile de la faire éditer. Mérimée l'a traduite. Et il l'a même lue. À qui, croiriez-vous? À l'empereur et à l'impératrice des Français. Et la revue des Deux Mondes a finalement accepté de la publier. Elle a même paru en allemand, en danois et en suédois, de mon vivant. Est-ce qui a paru dans toutes ces langues? Oh, rien, une nouvelle. De quelle nouvelle parlez-vous, mon ami? Apparition. Ah oui, je me souviens. Vous m'aviez envoyé une lettre avec tous les détails de votre rêve. Oui, c'est vrai. J'aimais vous faire partager mes joies, mes angoisses, mes projets. Tout ce qui pouvait m'arriver, en fait, du plus petit éternuement au plus grand succès. Oui, c'était bon de vous lire. Et dans mes lettres, j'aimais aussi vous parler de toutes mes aventures sur la Seine.
faut à Londres. Surtout la quatrième qui fut fort belle et eut un immense succès. Le public avait été richement bruyant. Et le final a été vissé, comme d'habitude. Vous n'étiez malheureusement pas là, mais en Russie. Quel dommage. Je ne connais pas cet opéra. Comment? Vous ne connaissez pas l'air célèbre « Ô ma lyre immortelle » Je le chantais sur un rocher. Ô ma lyre immortelle qui dans les tristes jours a tourné-vous fidèle et consolez toujours. Oh, va-t-on nous m'aider à souffrir? Non, tu ne peux guérir ma dernière blessure. Ma blessure est au cœur. Seul le trépas peut finir ma douleur. Ma douleur. Ouvre-toi, gouffre amer, ouvre-toi. Je vais dormir pour toujours dans la mer. C'est très beau. Et jeune homme, montrez un peu plus d'enthousiasme. C'est la Viardot qui chante. Je sais bien que vous n'aimez que l'apathie. Mon ascension au rocher a causé une grande émotion dans le public. À la fin, j'abandonnai ma lyre sur le rocher. C'était bien plus beau de la laisser comme ça, comme un emblème, plutôt que de l'emporter et de mourir avec. Je ne connais pas grand-chose à la mise en scène d'opéra, mais ça devait être magnifique. Vous écrivez, je crois. Vous avez aussi écrit des nouvelles? Oh, plus d'une. Il a gagné sa vie avec ses nouvelles. Il a même pris en charge toute sa famille. Père, mère, frères et sœurs. Bravo! Pas facile de gagner de l'argent avec sa plume. Il fallait trouver un journal qui accepte de vous imprimer. On imposait tout. Le nombre de lignes, le style. Ce devait être léger, comique, alerte, rapide. Et passer sans difficulté à la censure. Et on vous payait pour ça? 8 kopecks la ligne, 4 à 5 roubles pour un récit. Et ça, c'était magnifique. Ah, ce n'est pas toujours évident de trouver un thème intéressant pour des nouvelles. Que dites-vous? J'écrivais à propos de n'importe quoi, de n'importe qui pour gagner quelques kopecks. Et puis, on a commencé un peu à me montrer du doigt, à me faire un peu la cour, même à m'offrir des sandwichs. Heureusement, j'ai rencontré Souverine, le directeur de Novoye Vremia. Il m'a demandé des comptes. On est devenus de grands amis. Novoye Vremia, ce grand journal de Saint-Pétersbourg? Oui. Imaginez-vous, Souverine m'a emmené à Saint-Pétersbourg en première classe. J'étais reçu de telle sorte que pendant 2 mois, la tête me tournait de la fumée des louanges. J'avais un logement magnifique, une excellente nourriture, 2 chevaux, des billets gratuits pour le théâtre. On m'a encore payé 300 roubles et expédié chez moi en première classe. Quel beau début! Je vous laisse parler de vos succès de littérature. À plus tard. Ah non, Pauline, ne partez pas! Pauline! Mais dites-moi, dans Novoye Vremia, il est paru des articles très élogieux sur le Capital de Karl Marx. Est-ce qu'ils ont gardé cette ligne sous la direction de votre Souvorine? Non. Ils ont même dans les années 90 pris un tournant qui ne m'a pas plu. Ils se sont mis à soutenir les idées de droite, ultra-radicales. J'ai alors pris mes distances avec Souverine. Ce fut très difficile.
Nous étions très liés et je l'aimais beaucoup. C'était un critique éclairé de mes textes. Il a contribué à me faire connaître. Et puis, il était très généreux. Et m'a souvent aidé financièrement quand j'étais dans l'embarras. Je comprends. Mais vous étiez slavophile ou occidentaliste? Ni l'un ni l'autre. Il faut prendre ce qui est bon des deux côtés. Mais il y a beaucoup plus de bons exemples à l'ouest qu'à l'est. En fait, chez nous, il y a une masse écrasante de gens satisfaits, heureux. Les forts sont oisifs, insolents. Les faibles, ignares, semblables à des bêtes. Et regardez nos moujiks. Quelle invraisemblable pauvreté. Des pièces surpeuplées, la dégénérescence, l'ivrognerie, le mensonge. Et la liberté ne les a rendus ni plus riches ni plus heureux. Au contraire. Il y a tant de gens qui regardent et qui ne voient pas. Et puis il y a ceux qui refusent de voir, refusent de chercher une solution, n'en veulent même aucune, et prônent même la destruction des valeurs existantes. Pour les remplacer par quoi? Par rien. C'est nihiliste. Nihiliste? C'est ce que vous racontez dans Père et Fils? Quel merveilleux roman. C'est vous qui avez inventé ce terme, n'est-ce pas? Oui. Ces jeunes étaient prêts à détruire pour détruire, au nom de la liberté. Ils m'ont effrayé et fasciné, ces individus rois. Personne ne pouvait les contrer. Et ils ne reculaient devant aucune action, brutale ou criminelle, en parole ou en acte. Pour aboutir à quoi? Mais ce sont eux qui ont préparé la révolution. Netchaïev était un des leurs et fut un modèle pour eux, un grand disciple de Marx. Ne me parlez pas de Netchaïev! C'était un fou. Il ne pensait qu'à tuer. C'est lui qui a eu l'idée de l'assassinat d'Alexandre II. Ce souverain éclairé qui cherchait des solutions pour améliorer un peu la vie en Russie. C'est quand même Alexandre II qui a libéré les serfs. Je me suis battu pour cette réforme. Ça n'a pas été facile. Et la réforme judiciaire. La nouvelle justice fut érigée en pouvoir indépendant. Des jurys furent constitués. Quel progrès! C'est inspiré de l'Europe, tout ça, de la France. De plus, ce tsar éclairé s'apprêtait à renouer avec le libéralisme de sa jeunesse. Il préparait l'avènement d'une monarchie constitutionnelle, mais vous vous rendez compte? Il ne suffit pas de dire comment il faut vivre. Il ne faut pas imposer ce qu'il faut croire. Il ne faut pas quitter le peuple. La liberté est un bien. On ne peut pas s'en passer. Mais rien ne se fait d'un seul coup dans la vie. Le bonheur n'existe pas. Et si la vie a un sens et un but, ils ne sont nullement dans notre bonheur, mais dans quelque chose de plus sensé, de plus grand. Le bien. Il faut faire le bien. Autrui est plus important que soi-même. Faire le bien. Et vous, médecins, vous aviez plus d'une occasion de mettre cette doctrine en action. Mais le kidam, celui qui est riche et celui qui est pauvre, ne regarde jamais son prochain. L'un veut garder ce qu'il a et l'autre le lui prendre. C'est simple. Ou bien on sert la révolution avec les idéaux européens, ou bien on a le courage et l'audace de regarder le diable dans les deux yeux. Un messie russe à venir. Oh, ce n'est pas le veau d'or, non point. Mais la peau de mouton du moujik. Et vous vous prosternerez devant elle. Peau de mouton absolue. Peau de mouton de l'avenir. Peau de mouton communautaire. Peau de mouton... Ivan Sergeyevitch, ne parlez pas comme ça des serfs. Et pourquoi, je vous prie? Je ne dis rien de méchant. Mon grand-père était serbe. Il a acheté sa liberté, mais dans mes veines coule un sang de moujik. Je me sens plus près du moujik et de la peau de mouton que des riches dont vous êtes. Oh, je ne suis pas si riche que vous croyez. Mais vous aussi, vous êtes devenu propriétaire.
Mais mes propriétés, je les ai achetées avec mes propres deniers. Je les ai gagnées avec mon travail d'écrivain. Elles ne sont pas tombées toutes cuites dans ma besace. Les Maugiques. Je les connais mieux que vous, sans doute. J'ai passé toute mon enfance avec eux. Bon, il y en a des bons et des mauvais, comme chez tous les êtres humains. Mais les vertus des Maugiques ne sont pas faites pour m'impressionner. Depuis mon enfance, j'ai mis ma confiance dans le progrès. Et je ne pouvais pas faire autrement. Car la différence entre le temps où on me fouettait et le temps où on ne fouettait plus fut énorme. On vous fouettait lorsque vous étiez enfant? Moi aussi. J'étais battu par ma mère. Comme ça, pour rien. Mais je me sentais fautif. Alors je fuyais dans les bois. Je me réfugiais chez les Maugiques. C'était encore des serfs à l'époque. Je jouais avec leurs enfants. Je crois que je jouais un peu beaucoup au maître. Dans nos bagarres de gosses, ils n'osaient pas me rendre les coups et me laissaient toujours gagner. Les Maugiques. Je les connaissais, je les fréquentais, et ils m'aimaient. Je les ai souvent pris comme modèle dans mes œuvres. En réfléchissant sur mon enfance et sur ce que j'ai vu à Sakhaline, je suis arrivé à la conclusion qu'aucun fouet ne nous ferait avancer. Nous n'avions ni buts immédiats, ni buts éloignés. Notre âme était un désert. Nous ne croyions pas à la révolution. Nous n'avions pas de politique. Nous étions sans Dieu. Nous n'avions pas peur des revenants. Et personnellement, je n'ai jamais eu peur de la mort. Mais oui, cher ami. Nous assistions à l'émergence d'une nouvelle génération. Des Russes radicalement différents de ceux des années 1840 et 1850. Ils étaient davantage orientés vers l'action, contrairement à leurs prédécesseurs. Ils réfutaient en bloc toutes les valeurs du passé, et notamment tout ce qui avait trait à la religion. Ils étaient décidés à assister à l'émergence d'un monde nouveau. Ils étaient prêts à bâtir sur les cendres de l'ancien. Un jour, j'ai écrit un conte. Le héros disait: j'ai embrassé le nihilisme et ses proclamations. Je suis allé au peuple, j'ai travaillé dans les usines. Ensuite, errant à travers la Russie, j'ai goûté à la vie russe et je suis devenu un admirateur de cette vie. J'ai aimé le peuple russe jusqu'à la souffrance. Je me suis enthousiasmé pour des idées, des hommes, des événements, des lieux. Je me suis enthousiasmé sans discontinuer. J'ai même professé la négation de la propriété. Ma dernière croyance était la non-résistance au mal. Oh, oh, bravo! Magnifique description des croyances qui sévissaient en Russie dans ce temps-là. Et vous y avez adhéré à tout ça? Non. Mais je n'ai proposé aucune autre croyance. Je ne connaissais pas de solution. Il m'a toujours été difficile d'avoir un point de vue politique, religieux, philosophique. J'en changeais tous les mois. C'est pourquoi je me sentais obligé de me limiter à la description de la manière dont mes héros aiment, se marient, accouchent et parlent. C'était raisonnable, mais pas très engagé. Et alors, qu'est-ce que c'est devenu tout ça? Vous avez vécu plus longtemps que moi, alors racontez. Non, je n'ai pas envie de vous faire un cours d'histoire. Et j'en serais bien incapable. Je me suis surtout occupé de théâtre et de ma santé. Et puis, je me suis marié. Et j'ai eu un peu de bonheur avant de mourir. Et de vous rejoindre ici. Dans le paradis. Depuis hier, je cherche en vain. Depuis hier, je cherche en vain mon maître. Et
autour sont accurés, leurs chansons que fut citées résonnent à grand bruit. Cependant, douce ivresse, nous amons. La belle qui vivra verra votre retour vous échappera. Vous l'avez dit, Oh, non, quand même pas. Lisez avec vos yeux. Et nous voilà tous les quatre ici, réunis dans ce lieu mythique nommé l'au-delà. Nous n'avons plus de soucis, nous n'avons plus mal nulle part, et nous pouvons revivre tous nos souvenirs, les bons et les mauvais. Choisissons les bons, laissons les soucis de la vie aux vivants et réjouissons-nous. C'est vrai, c'est vrai. Je ne suis plus goûteux, je peux danser, sauter. Oh, Pauline, chantez-nous quelque chose de gai. Hein? Anton, venez danser avec nous. Non, je ne suis pas danseur. Je préfère chanter avec Pauline. Des maris infidèles au bercail ramenés, des séducteurs modèles bernaisés, consolés, drapesés, comédie, à l'entend bien que mal, et après c'est felu, un pardon général, et Et pas, puis, et pouf, et pas, et puis, et pouf, et pif, paf, pif, pif, paf, pif, paf. oui, voilà la vie parisienne du plaisir, à perte d'haleine, oui, voilà la vie parisienne, voilà le bonheur est là. Oui, voilà la vie parisienne du plaisir, à perte d'haleine, oui, voilà la vie parisienne, voilà, le bonheur est là. Feu partout, lâchez tout, feu partout, qu'on s'élance que l'on danse, feu partout, lâchez tout, qu'on s'élance que l'on danse, feu partout, lâchez tout, feu partout, qu'on s'élance que l'on danse, feu partout, lâchez tout, feu partout, lâchez tout, feu partout, lâchez tout.